Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer Léonard de Vinci et les structures réciproques, et notamment la façon dont Léonard de Vinci peut embellir nos jardins par la poésie de ses structures. Alors Léonard de Vinci est bien connu pour notamment son tableau de la Joconde, également l'homme de Vitruve qu'on connaît très bien, et un peu moins peut-être, mais malgré tout connu pour ce qu'on appelle le Codex Atlantico, qui est un recueil de différents feuillets, de 1200 feuillets de croquis qu'on peut retrouver un peu sur beaucoup d'illustrations. Et dans ce Codex Atlantico, on va essentiellement explorer une feuille, qui est celle-ci, que vous pouvez trouver en accès libre sur la bibliothèque italienne qui recueille justement ce Codex Atlantico. Et on va étudier ce qu'on appelle des structures réciproques. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une société, jeune société, créée il y a 1 an et demi en Bretagne. On s'appelle Synalagma et on crée des îlots de fraîcheur végétalisés. On est basé en Bretagne, en forêt de Brocéliande. Et notre objectif, c'est de créer des structures en bois végétalisées pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, les îlots de chaleur, là, vous reconnaissez peut-être la ville de Nantes. Donc on a une cartographie aujourd'hui qui est faite de différentes métropoles qui mettent en évidence les phénomènes d'îlots de chaleur. Îlots de chaleur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones malheureusement très minéralisées qui concentrent l'énergie, le surplus du soleil et qui la dégagent, la restituent la nuit. A contrario de ça, on va trouver des îlots de fraîcheur qui sont des zones vertes. Donc vous voyez en fait des trames vertes et bleues avec des différences de température assez significatives entre les zones très minéralisées, comme par exemple les gares, ou alors des zones plus boisées et plus vertes. Alors nous, notre souhait, peut-être le vôtre aussi, puisqu'on est à Paysalia, c'est de végétaliser massivement. Donc on aime les arbres dans la ville. Tout le monde aime les arbres dans la ville. Alors la réalité, c'est que les arbres, on ne peut pas en mettre partout. On a des contraintes techniques. Et ce n'est pas grave, mais on a des contraintes techniques, les réseaux, les fibres, on a des problématiques de dimensionnement de fosses qui sont toujours plus petites. Et face au changement climatique, la réalité aussi, c'est que pour avoir un arbre centenaire, on n'a pas mieux fait aujourd'hui que d'attendre 100 ans pour avoir un arbre centenaire. Malheureusement, Rennes, puisqu'on est plutôt de Rennes, à 50 degrés en été, c'est pour après-demain. Lyon à 50 degrés en été, c'est pour demain. Et on n'a pas le temps d'attendre 100 ans pour mettre des arbres partout. Donc des arbres, il faut en mettre, mais il faut aussi travailler sur des solutions d'adaptation qui soient un peu plus rapides. Donc là, je vous parle de structure réciproque et d'adaptation au changement climatique. Vous allez voir le lien entre les deux. Nous, l'ambition, c'est de végétaliser pour à la fois nous adapter au changement climatique, mais également pour amener un certain retour de biodiversité en ville et ailleurs. Alors on végétalise avec de la végétalisation légère. Vous voyez, vous reconnaissez ici certains de vos plantes. Voilà, de la végétalisation légère. Donc nous, on est essentiellement des ingénieurs, issus de différentes écoles du bois ou généralistes. Et plus récemment, on est également des charpentiers. Donc on est ingénieurs et charpentiers. Alors la découverte des structures réciproques, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années en lisant une thèse de doctorat qui est disponible là-bas, en anglais, d'une chercheuse de l'Académie royale du Danemark qui s'appelle Olga Popovic-Larsen, qui a fait une sorte de tour du monde et de panorama de ce que sont les structures réciproques de par le monde. Et vous pouvez voir ici en couverture la structure de l'entrée d'un théâtre au Japon faite par l'architecte Kazuhiro Ishii. Alors qu'est-ce qu'une structure réciproque? Est-ce que vous avez une idée? Qui connaît ce terme? Lève la main. Personne? Alors une structure réciproque, c'est ça. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Ce jeu consiste, entre humains, à former un cercle. Donc on est debout les uns contre les autres. Et en étant synchronisés, on commence à s'asseoir sur les genoux de la personne derrière nous. Tant et si bien qu'une fois qu'on est complètement assis, tout le monde est assis sur les genoux du précédent, mais on soutient également la personne qui est devant nous. C'est ce qu'on appelle une réciprocité. Alors, définition d'une structure réciproque, puisque nous, on est plutôt les charpentiers, c'est une structure dont chaque barre soutient la suivante
autant qu'elle est soutenue par la précédente. Donc ça, c'est la définition d'une structure réciproque. Et on a un exemple de la structure réciproque la plus simple, qui est un assemblage de 3 barres en bois qui se soutiennent mutuellement les unes des autres. Ça, c'est ce qu'on va appeler une structure réciproque simple. Et nous, on va travailler sur des structures complexes, c'est-à-dire un assemblage d'une multitude de structures réciproques simples, les unes sur les autres, de telle sorte qu'on arrive à créer un maillage de barres de bois, en l'occurrence ce sont des barres de bois, pour créer des formes assez surprenantes et de portée assez intéressante. Alors les structures réciproques, ce n'est pas si récent que ça. On a des exemples dans le néolithique ou même les tipis indiens, donc tout le monde connaît les tipis indiens, c'est ce principe-là de structure réciproque. La seule différence avec les structures réciproques qu'on développe aujourd'hui, ce sont des structures réciproques qui sont assemblées avec un lien en partie haute. Alors on trouve des écrits, les premiers écrits ne sont pas ceux de Léonard de Vinci, mais d'un architecte médiéval français qui était face à un problème. Donc on a des problèmes toujours dans l'architecture pour créer ce qu'on appelle des solivages, donc des niveaux en bois, avec des barres de bois qui ne font pas ce qu'on appelle la portée. Donc comment on fait pour avoir des portées de 6 mètres avec des barres de bois qui vont faire que 4-5 mètres de long? Eh bien, on a des systèmes ingénieux, donc un qui a été développé par Villard de Honnecourt, qui consiste à assembler les barres mutuellement entre elles, de telle sorte qu'elles forment alors soit un carré, soit un cercle, mais une structure réciproque. Et donc on voit sur cette slide différentes barres de longueur plus petites que la portée qu'on cherche à obtenir. Alors un peu plus tard, alors les avantages, évidemment, c'est que les structures réciproques permettent d'obtenir des portées qui sont significativement supérieures à la longueur unitaire des barres. Vous pourrez voir des exemples, on est un peu plus loin dans le hall 4, des exemples de structures réciproques qui vont faire 6 mètres de portée avec uniquement des barres d'1,50 m. L'avantage, c'est que en termes de manipulation, c'est qu'on peut c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger que de porter des barres de 6 mètres. Ça nous permet également, en termes de gestion de ressources forestières, de mieux valoriser des sujets qui partiraient en bois énergie, bois de feu, parce qu'on a des sujets tordus qui partent en bois de feu, et nous, on cherche des barres d'1,50 m, donc on arrive toujours à faire quelque chose avec ça. Et enfin, donc ça c'est l'état de l'art de la littérature actuelle, académique, c'est que des structures réciproques par rapport aux structures conventionnelles, on l'utilise de l'ordre de 30% de bois en moins. C'est intéressant également en termes de gestion des ressources. Et enfin, les structures réciproques comme celle que j'ai ici, que vous pourrez voir tout à l'heure, nous permettent une variété de formes, de motifs, de courbes, toutes harmonieuses et toutes différentes. Alors, Léonard de Vinci dans tout ça. Donc là, on va explorer le Codex Atlantico, page 899 au verso. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Si on zoome un peu, on voit effectivement ici une structure carrée dont les barres du centre reposent sur les barres en périphérie et elles sont toutes intriquées entre elles. Ça, c'est un premier exercice qu'il a fait. Donc cette structure n'a jamais été réalisée, autrement que par Léonard de Vinci sur son croquis. On a d'autres exemples de formes un peu plus originales avec des cœurs hexagonaux. Et ce motif-là, ce motif hexagonal, c'est celui que vous allez retrouver sur notre stand puisqu'on a construit une structure de ce type-là qui est absolument basée sur le modèle des structures réciproques de Léonard de Vinci. Voilà à quoi ça peut ressembler. Une structure en attente de végétalisation. On a des structures un peu partout maintenant qu'on commence à installer, non loin d'ici. Mais on a également Léonard de Vinci qui est un peu plus connu dans ses structures réciproques pour son fameux pont militaire. Est-ce que ça vous parle, ce pont militaire de Léonard de Vinci? Donc Léonard de Vinci était un architecte, un stratège militaire, un peintre, un sculpteur. Et il a développé, pour les besoins de l'armée, un concept de pont temporaire. Le pont temporaire, quelle est son utilité? Pour traverser des cours d'eau, il y avait bien besoin de traverser du matériel militaire. Et au bord des cours d'eau, on a régulièrement de la forêt, des troncs d'arbres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces troncs d'arbres? Sachant qu'on n'a pas de matériel nécessairement très sophistiqué pour construire un pont en dur. Et qu'on a vraisemblablement envie de détruire le pont ou de le démonter très rapidement pour que, justement, l'ennemi ne puisse pas nous suivre. Donc là, on a un système
de barres qui sont intriquées les unes dans les autres et qui permettent d'avoir une portée surplombée, un cours d'eau ou un obstacle de manière temporaire. Et donc nous, on va utiliser également ces types de formes pour créer des structures. Alors au-delà de Léonard de Vinci, on a développé en interne un certain nombre d'autres, on appelle ça des patterns en anglais, des motifs de structures réciproques autoportantes qui nous permettent d'avoir des portées assez importantes avec des faibles longueurs de bois. Alors pour faire ça, on est charpentier, donc on dessine à la main, mais des structures complexes comme ça, c'est pas si simple à faire à la main. Donc on se fait aider de modèles numériques. Donc vous avez un exemple de modèle à centre pentagonal avec différents niveaux de réciprocité. Donc ces structures réciproques, là, typiquement, va se caler sur un hémisphère. Mais on peut imaginer tout un tas de formes différentes sur lesquelles on peut caler une structure réciproque. Ce sont des modèles numériques qu'on appelle des modèles paramétriques. Donc c'est de la programmation qui peut ressembler à ce que vous voyez à l'écran en termes informatiques pour créer justement ces structures-là. Donc ça, c'est une structure assez simple. On peut faire des modèles beaucoup plus complexes qui vont se caler sur soit des croquis que nos clients, les paysagistes, nous envoient à la main, ou alors des modèles déjà sous format informatique sur lesquels on va se coller. Ces modèles numériques nous permettent de créer des assemblages et de transférer ces données à des machines à commande numérique pour réaliser tout un tas de barres unitaires qu'on livre. Donc ça ressemble à ça. Ce sont des barres entaillées. En l'occurrence, c'est du châtaignier breton qui nous permettent d'assembler assez facilement ces structures. Donc là, vous avez une petite vidéo time-lapse du montage d'une structure qui a pris à peu près 2 heures à être montée. Pour exemple, celle qu'on expose sur notre stand, on a mis lundi 1h25 à la monter. Donc le montage s'effectue par le centre. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de métal. C'est uniquement du bois de châtaignier et des assemblages à mi-bois, on appelle ça des mi-bois. Donc ce sont des barres qui sont entaillées. Chaque pièce est numérotée avec un plan de montage, évidemment. Donc on assemble ce qu'on appelle le dôme. Le dôme, on le pose sur le cerclage. Ce cerclage, on le soulève et on enquille ce qu'on appelle les poteaux et les liens en dessous. Et vous allez voir que le démontage, puisqu'on peut démonter ces structures aussi, et les rendre d'une certaine manière temporaires pour des événements, est encore plus aisé. Alors, et la poésie dans tout ça. Alors la poésie dans tout ça, on a la chance d'avoir des gens dans l'équipe qui sont assez doués en dessin. Donc on fait à la fois des modèles paramétriques, des modèles 3D, mais également des aquarelles. Donc là c'est des vraies aquarelles avec de l'encre de Chine sur du vrai papier. Voilà. Donc on réalise ce type de modèle. Donc le modèle précédent, c'est notre modèle phare, le modèle Tellouette, qui est disponible en différentes dimensions et du sur-mesure également. On a des modèles plus pour ombrager des places de stationnement, voilà. Donc des modules 5x5. On a des arches, donc ça c'est le système briquet de pont de Léonard de Vinci. Des arches, des alcôves et quelques modèles numériques évidemment sur lesquels on travaille. Donc on voit ici une arche adossée, donc on a 5 modules différents qui nous permettent de faire courir de la végétation. On peut trouver une alcôve également, végétalisée, ou alors une autre arche complète. Voilà. Et puis un modèle qui est plutôt destiné aux îlots de chaleur fortement minéralisés pour accueillir des places de stationnement. Donc là, l'idée de ce modèle-là, par exemple, ce n'est pas nécessairement de rafraîchir les véhicules en pleine chaleur, puisqu'on sait bien que si le conducteur prend sa voiture en pleine chaleur, il va quand même mettre la clim une fois qu'il est sorti du parking. Par contre, on a souvent ces ensembles de petits immeubles ou de grands immeubles
avec des places de stationnement pas toujours très gracieuses. Et si on a la possibilité de les couvrir avec des végétaux, ça permet à la fois de rafraîchir l'environnement localement, mais également d'apporter une certaine esthétique et de ramener de la biodiversité. Puisque vous le savez que des plantes en pleine terre, c'est quand même le mieux. Des plantes en pleine terre, avec des systèmes de drainage intelligents, on arrive à faire ramener de la biodiversité. En tout cas, on n'éloigne pas. Alors nous, on sera heureux de vous accueillir, puisque j'ai fini mon pitch, il y a beaucoup de temps pour les questions, au stand 4N44. C'est juste entre le hall 4 et le hall 5, donc vous ne pouvez pas nous rater. Et je vous remercie, je suis en attente de vos questions. Et voilà. Bon, il y a une maquette à disposition également. Vous pouvez vous essayer à la montée. On a un jeu concours sur le stand qui nous permet, donc vous êtes chronométré pour le montage de la structure. Et pour la personne qui est la plus rapide de la journée, il y a une bouteille de champagne de Dom Pérignon qui est offerte. Il y en a déjà une qui a été gagnée hier, donc, par une personne ici présente. Est-ce que vous avez des questions? Alors je crois qu'il y a des micros qui vont arriver. C'est par rapport au vent. Si les structures, quand il y a beaucoup de vent, est-ce qu'elles tiennent, vu qu'il n'y a pas de colle, pas de vis, pas de clous? Ok, excellente question. L'objectif étant que s'il y a un fort vent, de la neige ou quelqu'un qui suspend et un enfant qui passe en dessous, la structure ne dégringole pas et l'enfant reste en vie. On est d'accord, hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. Bon. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise un certain nombre de calculs en interne. Et pour être absolument certain, parce qu'on n'aime pas être jugé parti, on fait appel à un bureau d'études qui s'appelle Bureau d'études d'origine, qui est sur Bordeaux. Donc nous, en Bretagne, on a trouvé des gens, il fallait trouver des gens assez costauds pour qualifier nos structures et réaliser les différents calculs. Donc effectivement, on part, vu qu'on vend aujourd'hui en toute la France et qu'on peut être amené à la fois à finir sur un toit d'immeuble, un rooftop à Paris ou en région, dans le sud de la France ou dans les Alpes, on n'est pas soumis aux mêmes conditions. Mais pour autant, on souhaite avoir les mêmes structures et pas avoir des structures dédiées aux Alpes, des structures dédiées en bord de mer. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un cahier des charges assez drastique en disant on a à la fois une charge neige. Neige, pourquoi en fait il y aurait de la neige? Tout simplement parce que la structure est couverte de végétaux. Donc ça veut dire que la neige, on imagine 1 mètre de neige. 2 personnes suspendues, plus un fort vent. Voilà. Donc les structures sont calculées pour tenir ça. L'astuce, malgré tout, c'est que les structures doivent être ancrées au sol. Donc là, il faut qu'elles soient ancrées au sol. Donc elles ne reposent pas sur le sol. Il faut légèrement les surélever pour faire ce qu'on appelle une rupture de capillarité. Donc on a la possibilité, nous, de fournir des petits tréos. Là, pour le coup, on reste dans la poésie, donc on travaille avec des forgerons d'art pour fabriquer des réos. Mais vous pouvez également, en tant que paysagiste, avoir vos propres platines, si vous avez votre quincaillerie avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Voilà. Donc les grands quincailliers, nous on s'adapte, vous nous donnez la référence et on adapte le pied des poteaux à vos exigences avec les prépercements, des ferrures en âme ou ce que vous voulez. Donc il faut l'ancrer au sol et nous ce qu'on va vous donner dans notre notice et le plan d'installation, ce sont ce qu'on appelle les efforts à l'arrachement. Donc pour lesquels il faudra dimensionner, on peut vous aider sur ça aussi, dimensionner les platines au sol. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, merci. Merci. Il y avait une autre question? Oui, moi je m'y connais pas trop en bois. Je voulais savoir pourquoi le châtaignier du coup. Ok, que des bonnes questions. Alors le bois de châtaignier, en fait on cherche une ressource à la fois locale. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir du bois à proximité de l'atelier, à proximité du centre d'usinage, pour avoir un bilan carbone le plus bas. Un bois qui soit naturellement durable dans le temps et un bois, ou en tout cas une structure qui, à la fin de sa vie, dans la fin de la vie, c'est estimé entre 50 et 100 ans. C'est grosso modo cet horizon de temps. Donc en fait, on se situe plutôt sur le temps long que sur le temps court dans nos structures. C'est ça l'idée. Et l'objectif étant qu'à la fin de la vie de la structure, puisqu'il y aura forcément une fin de vie, cette structure ne soit pas considérée par les enfants de mes enfants comme un déchet. Ça, c'est hyper important.
Donc ne pas considérer, donc, intégrer la fin de vie et faire en sorte que la structure, quand elle sera mise au rebut, ne soit pas considérée comme un déchet, c'est simple sur le papier, mais c'est très compliqué dans la vraie vie. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de traiter le bois avec des produits chimiques. Parce que clairement, vous ne les mettez pas dans le sol, c'est un déchet. D'accord ? Un produit chimique, c'est un polluant dans le sol. Donc le bois ne peut pas être traité. Et il y a aujourd'hui quelques essences. Donc si on cherche des essences qui ne sont pas des essences exotiques, en gros, il y a le robinier et le châtaignier, pour faire simple. Le robinier, on n'en a pas ou très peu en Bretagne. Donc ce n'est pas une ressource qui est très facilement gérable, en tout cas, ou un approvisionnement. Donc on a travaillé sur le châtaignier, et en l'occurrence, le châtaignier en taillis sous futaie. Donc pour ceux qui connaissent, on est sur une sylviculture qui est un peu plus à la mode grand-père, on va dire, mais qui permet d'avoir une gestion et une meilleure gestion de la biodiversité, une meilleure résilience des espèces, puisqu'on va avoir des essences, des sujets qui sont des sujets plus jeunes, qui vont cohabiter avec des sujets plus anciens, avec différentes essences. Et tout ça, ça crée, avec les réseaux mycorhiziens, des forêts beaucoup plus résilientes et beaucoup plus propices à s'adapter à la fois au changement climatique et à la fois aux ravageurs. Et donc le bois de châtaignier, parce que c'est un bois qui est naturellement plus durable que d'autres bois comme les résineux, sans produit de traitement. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, super. Bonjour, merci pour Bonjour. la conférence. Est-ce que là sur les émissions carbone, la taille à la machine numérique, elle est obligatoire ou... Parce que la taille à la main, elle émettra forcément moins de rejet. Alors, extra. Merci. Alors, en fait, il y a deux réponses à ça. Alors, la première, c'est déjà en amont, juste avant de parler de taille de machine numérique. On a une particularité, c'est qu'on va travailler le bois vert ou le bois ressuyé. Alors ça, plus personne n'en fait, ou quasiment. On travaille. Moi, j'ai la chance d'avoir été formé auprès des compagnons de devoir, qui, en fait, m'ont enseigné la taille du bois vert. Donc, les anciens concevaient les charpentes et taillaient le bois, ce qu'on appelle brut de scie. Donc clairement, quand on taille le bois, on dit qu'il jute encore. Okay, il y a encore de l'humidité à sortir, il n'est pas complètement sec. Et ce bois-là, ce qui est intéressant d'utiliser ce bois, c'est que contrairement au bois sec, qui ne sèche malheureusement plus ou trop rarement au soleil, il sèche la plupart du temps en étuve, ça faut le savoir. Donc le bois, quand vous l'achetez sec, il est passé plusieurs jours dans une étuve à différentes températures en fonction des essences. Des étuves qui sont chauffées au gaz ou à l'électricité. En gros, c'est ça. Rarement au bois, mais ça peut arriver malgré tout. Et très rarement à la géothermie. Donc on a des bois, si on travaille du bois sec, qui partent déjà avec un bilan carbone qui n'est pas super génial. Parce que le bois, c'est comme le linge, on peut le sécher au soleil, mais on peut le sécher au sèche-linge. Si on le sèche au soleil, on a un bilan carbone beaucoup plus faible. Donc nous, on travaille de bois vert, ce qui a quelques contraintes techniques, mais qui peut être intéressant pour la fabrication après. Donc on travaille le bois vert pour le bilan carbone. Après, l'aspect commande numérique. En fait, là, j'ai montré la commande numérique, c'est un peu pour frimer, mais parce qu'on ne fait pas que de la commande numérique. On fait de la commande numérique ou du taillage main. Et la structure qui est sur notre stand, elle a été taillée par le maître charpentier qui m'a formé à la charpente. Donc il est sur Lannion, elle a été taillée à la main. Et donc on a cette possibilité d'offrir à nos clients soit une taille machine qui est un peu plus parfaite, on va dire, ou alors avoir la main de l'homme et d'avoir cette taille à la main et de savoir que ça a été taillé par des compagnons charpentiers, ça rajoute un peu quelque chose aux structures. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Avec un bilan carbone un peu plus faible. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc ici, vous avez, donc j'ai ramené une maquette qui est disponible également dans le stand et qui nous permet donc de tester le montage de ces structures. Le record, mais c'est un record qu'on a fait nous en interne, on était à 1 minute 20 à peu près pour monter la structure. Et hier, on était à 3 minutes, c'est ça? Non, 2 minutes 30. 3,23. Donc il y a un record à battre, 3 minutes 23 pour monter cette structure. Il n'y a pas de clou, il n'y a pas de clou, pas de vis. J'ai la possibilité de partager avec vous également la thèse de doctorat. Alors, bon, c'est une thèse de doctorat, c'est en anglais, mais il y a plein d'images, et c'est de l'anglais assez facile malgré tout. Et on peut explorer le monde des structures réciproques
non pas dans l'aménagement extérieur, mais dans la construction de bâtiments, puisqu'il y a quelques bâtiments de par le monde. C'est un sujet quand même assez confidentiel, les structures réciproques. Il y a en gros une vingtaine de bâtiments au Japon, il y en a peut-être 10 en Europe, qui ont été construits sur ce modèle des structures réciproques. Il y a quelques thèses de doctorat et quelques écoles d'ingénieurs ou d'architecture dans le monde qui étudient ce sujet. Donc on a l'Académie royale du Danemark, on a l'école des ponts et chaussées à Paris, on a l'école polytechnique fédérale de Lausanne et on a l'université de Téhéran et l'université de Kyoto qui travaillent sur ces sujets-là une fois de temps en temps. Mais clairement, s'il y a 20 personnes dans le monde qui sortent tous les ans en tant qu'étudiants, soit ingénieurs, architectes ou chercheurs, sur ce sujet, c'est un peu le bout du monde. Donc c'est pour ça que peu de gens connaissent ces structures, malgré le fait qu'elles existent depuis de nombreuses années, qu'elles ont été d'une certaine manière mises sur papier par Léonard de Vinci et par Villard de Honnecourt, et que c'est un système constructif qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus poétique, moi je serais tenté de dire, que d'autres systèmes. Et d'un point de vue transition écologique, moi je trouve que c'est intéressant de travailler sur des systèmes plus bas carbone et moins dispendieux en quantité de bois. Puisqu'il faut toujours bien gérer cette ressource qui est malgré tout une des seules ressources renouvelables. Ça qui est important, c'est que c'est une des seules ressources qui soit renouvelable aujourd'hui. Le bois, les plantes, c'est ça qui est renouvelable. Je crois qu'on arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie d'avoir participé et je reste un peu là pour vos questions. Et bon salon.